Et donc, est-ce que tu peux développer qu'apportent ces activités pour les personnes qui s'y sont impliquées? Alors bah, déjà, au-delà du fait qu'on soit ensemble, souvent dans le Fab Lab, donc dans un endroit, comme j'ai dit tout à l'heure, dans lequel il n'y aurait jamais mis les pieds s'il n'y avait pas eu ce lien, ce projet Casti. Donc on est ensemble dans un espace nouveau où tout est possible, tout est possible, on peut tout créer ensemble. Il y a la notion déjà de plaisir, parce qu'on a une tendance, à côté de tout ce qui est scolaire ou formatif, ou même parascolaire, extrascolaire, souvent il y a vraiment le côté exceller, réussir, retravailler, mais pas tellement la notion de on peut juste être bien et avoir le plaisir de découvrir, le plaisir de faire, le plaisir de se tromper et le plaisir d'être un à côté de l'autre dans un endroit un peu chouette. Ça, c'est plutôt pour les plus jeunes. Pour les adultes, moi, j'ajouterais en plus de ça la notion aussi de meilleure estime de soi, de revalorisation. Pour certains, j'ai vraiment senti que c'était un espace où, enfin, depuis qu'ils sont arrivés en Belgique pour la partie primo-arrivant, ils sont dans un endroit avec des outils, des choses qu'ils reconnaissent, qu'ils ont pu manipuler dans leur pays, ou bien en tout cas qu'ils avaient des choses qu'ils savent faire en fait, parce que finalement c'est un peu comme dans une cuisine, on sait tous tourner, c'est des choses qui nous sont familières, tourner une sauce avec une cuillère, c'est des choses qu'on peut retrouver d'un endroit à l'autre et qui a été peut-être mise de côté parce qu'il y avait d'autres priorités. Et là on peut associer l'apprentissage du français, donc qui est une priorité pour eux en ce moment, à un amusement, une découverte et un apprentissage, un autre apprentissage que celui du français. Donc il y a ça. Il y a le fait aussi, du coup, au-delà d'être bien ensemble, de prendre le temps, de se tromper. J'en ai déjà parlé, mais il y a vraiment la partie essai-erreur. À partir du moment où on se trompe, c'est là, en fait, qu'on avance et qu'on parvient à notre projet final. Et d'ailleurs, le Fab Lab, c'est bien ça que ça veut dire. C'est un laboratoire de fabrication. Si je prémâche tout avant, et dans certains cas, je le fais, parce que justement on n'a pas beaucoup de temps avec ce groupe-là. Et si je prémâche tout le temps, mais il n'y a plus d'intérêt, alors ils viennent, ils consomment comme d'hab, et puis ils repartent, ils ont leur projet. Et c'est vraiment ça qu'on ne veut pas faire avec eux. On veut vraiment leur dire, c'est pas grave, on va y arriver au bout d'une heure, mais on a le temps. Il y a cet oubli-là régulièrement, ils veulent vite, rapidement quelque chose, et en fait ils oublient qu'on n'est pas pressé. Donc ça, c'est vraiment très bien, et nécessaire, je pense aussi. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Mais il y a un tas de choses en fait. Il y a aussi la notion du genre. Donc régulièrement, même à chaque atelier, je leur fais signaler avec des questions qui peuvent sembler naïves pour un peu les chatouiller, à quel point est-ce qu'il était nécessaire d'être un homme ou nécessaire d'être une femme pour construire ce qu'on a construit ensemble cette matinée ou cet après-midi. Et évidemment, non, on est tous au même niveau. C'est du concret et ça, c'est un plaisir du coup de pouvoir, de ma part, de pouvoir faire rendre compte au public de tous âges, en fait de tous les âges, toutes les nationalités, que en effet on n'a pas besoin d'être un homme ou une femme. Oui, donc il dépasse l'autocensure de en étant une femme, la technologie c'est pas pour moi, ou a priori ça n'ira pas. Mais non, et d'ailleurs les femmes sont régulièrement celles qui sont les plus entreprenantes en tout cas dans les publics que j'ai côtoyés en 3 ans, dans la construction, il n'y a vraiment aucune crainte de prendre un tournevis, une visseuse, une perceuse, voilà, c'est vraiment fun pour tout le monde, personne ne se met de côté et n'a peur en fait, ça débloque pas mal de peur aussi, je pense. Parce que je suis là. J'ai tendance à répéter aussi, je suis là, tu risques rien, mais fais-le. Non, mais fais-le toi. Non, fais-le, puis si tu rates, c'est pas grave, je te remontrerai. Ou bien quelqu'un d'autre qui a compris à côté te montrera. Et on incite aussi à ce qu'entre eux, ils s'échangent les astuces ou les nouvelles compétences ou même les anciennes compétences. Oui, on voit dans certains moments, d'ailleurs, par exemple à WIM, qu'ils s'entraident, ils se donnent des explications. On ne sait pas, je viens dans mon truc, je fais mon objet de design, puis je trace. Mais on partage, on s'entraide, on s'explique. Mais c'est l'idée, parce qu'on a tous des... Les rôles sont un peu redistribués aussi, les rôles habituels dans les groupes. On est tous au même niveau. Il y a plein de choses, tous les projets que j'ai présentés ou que j'ai construits ou qu'on a mis en place avec les partenaires, à chaque fois, c'était la première fois qu'on le faisait, quand on a développé le kicker ou quand on a fait décidé de faire le stage de tabouret, on n'avait jamais construit ce tabouret. Donc du coup, nous aussi, on apprend en faisant et on n'a pas peur de le dire, on le répète régulièrement, on dit on ne sait pas, on va chercher ensemble et puis on va voir ce qu'on peut faire. Et il n'y a pas du tout de mal à ça. Et c'est vrai que ça peut peut-être pour certaines personnes être un peu décontenançant au début de perdre cette histoire
de rôles scolaires, profs, enfants, apprenants et personnes qui reçoivent l'information. On n'en est pas du tout là, on démarre tous avec des choses qu'on sait faire et on a tous des choses à partager. Et on insiste bien là-dessus. Et ça marche en fait, c'est assez fluide au final. Comment vois-tu ces lieux de construction de projets qu'on appelle parfois des tiers-lieux qui se développent beaucoup et de collaboration que sont les Fab Labs et d'autres espaces comme les espaces de coworking? Comment est-ce que tu les vois? Est-ce qu'ils représentent l'avenir dans des quartiers comme ici ou dans la société, un avenir pour l'évolution du travail? Et est-ce que cet avenir il est réservé à tout le monde? Et si oui, à quelles conditions? Alors, ça fait beaucoup de questions, mais vas-y, prends le temps de développer. Alors c'est vrai que dans les quartiers comme le nôtre, il y a déjà, ne serait-ce que pour le prix au mètre carré des espaces, c'est plus intéressant pour les artistes ou les entrepreneurs qui veulent développer des projets un peu similaires aux Fab Labs ou aux espaces de fabrication ou de coworking, de venir s'installer dans ces quartiers-ci, évidemment. En plus, il y a un certain aspect esthétique à cette architecture de bâtiment qui peut être inspirant dans la créativité, voilà, tout ça. Donc clairement, c'est l'avenir. Clairement, il va y en avoir partout. Alors qu'on trouve ça bien ou pas bien, peu importe, c'est en train de se développer. Il y a du pour, il y a du contre, évidemment. Est-ce que c'est accessible à tous et à toutes? Je ne pense pas, justement pas. Je pense qu'il va falloir, au même titre que Castille, un peu continuer un accompagnement, peut-être, alors je ne sais pas comment, mais les habitants ou le public avec lequel je travaille ici, clairement, je m'avance peut-être un peu, mais si je me renseigne auprès d'eux, je ne pense pas qu'ils se sentent concernés par ces espaces. Le Fab Lab, c'est encore un peu différent parce qu'il y a tout ce travail de lien, c'est ça, moi je prends le temps en fait de les rencontrer ou de leur faire réaliser que cet endroit, c'est comme chez eux. D'ailleurs, il y a tout ce qui va avec, régulièrement on fait du thé, on a des biscuits à manger, on essaie vraiment de rendre l'espace convivial et qui s'approprie cet espace. Donc les espaces de coworking comme ils sont en train de se développer, peut-être d'une manière générale, je ne peux pas avoir un avis, mais chaque espace apportera sa couleur et son type de public. Mais si clairement il n'y a pas une volonté de créer un lien avec les habitants ou les personnes qui ne s'inscriraient pas volontairement dans ce genre de démarche, les gens ne viendront pas d'eux-mêmes. Oui, surtout d'autant par exemple quand il s'agit d'art contemporain, parce que tu as aussi fait des animations, des découvertes pour aussi des primo-arrivants avec des œuvres d'art contemporain numériques, technologiques, qui utilisaient des technologies. Voilà. Il y a un accompagnement à faire et c'est normal. Il y a des expositions parfois, là quand on parle de l'IMAL, les expositions sont quand même souvent conceptuelles ou en tout cas pas accessibles au premier abord. Il y a, comme tout espace d'exposition, en fait, il y a quand même un lien à créer avec le public et des liens à faire avec l'histoire de l'art, pourquoi cet artiste a décidé de travailler de cette manière-là, sur cet intitulé-là. Il y a évidemment tout un raisonnement, et si on n'explique pas, même à moi, si on ne m'explique pas le pourquoi du comment, je ne peux pas le deviner. Donc j'ai souvent l'envie d'abord de rencontrer l'artiste quand c'est possible, de comprendre ce qu'il a fait, l'intégrer pour, à ma sauce, le diffuser et l'exprimer avec des outils, des jeux ou des choses plus concrètes et amusantes dans certains cas pour altérer la partie un petit peu trop intellectuelle ou inaccessible, en tout cas qui pourrait sembler inaccessible. Donc tout est possible avec un accompagnement adapté en fait. Enfin, pour terminer, quels sont les 3 mots qui pourraient résumer ton travail de médiatrice culturelle? Mais c'est en transition du coup, parce que c'est lié à ce que je racontais. Je dirais que c'est un travail nécessaire. Pas le mien typiquement, mais tous les accompagnants en fait, qui permettent un lien, une rencontre, ou que ce soit par des explications ou une rencontre humaine dans n'importe quel endroit un peu inhabituel, que ce soit un centre d'art pour des personnes qui ne vont pas dans les centres d'art, que ce soit une église pour des gens qui ne vont pas dans les églises, que ce soit un théâtre, peu importe le lieu en fait, tant que c'est un lieu qui n'est pas visité par un type de public qu'on n'aurait jamais
pour lesquels on n'aurait jamais fait de rapprochement. C'est à ce moment-là, évidemment, que les choses se passent, que c'est riche pour tout le monde, des deux côtés, et il y a la manière de faire. Et du coup, mon rôle, peut-être, c'est de trouver la manière de faire. Donc ça, c'est le mot. Premier mot. Nécessaire. Nécessaire. Vraiment. Plaisir, j'en ai beaucoup parlé, mais c'est un plaisir tant pour moi, dans la transmission et dans l'échange et la rencontre, parce que je transmets, mais ils me transmettent aussi beaucoup. Donc on apprend tous ensemble, c'est vraiment un plaisir de pouvoir enfin développer des choses, d'avoir un espace comme celui-là sans qu'il y ait une attente, un résultat concret de type formatif où il n'y a pas un poids lourd sur les épaules. Et comme je l'ai dit juste avant aussi, il y a l'aspect très riche dans la rencontre, dans les échanges, dans les projets, l'aboutissement des projets. Enfin, le tabouret, par exemple, on est tous hyper ravis d'en avoir un et de l'avoir construit, tout ça avec de la récupération, avec un artiste qui nous a donné les plans. Enfin, à tout niveau, tout a bien fonctionné et du coup, c'est riche d'expérience, c'est riche d'apprentissage. On apprend toutes sortes d'utilisations de machines, moi aussi, régulièrement. On ne se dit pas « Ah, on voudrait faire ça, mais on ne sait pas le faire, donc on va faire autrement ». Non, c'est on ne sait pas le faire, donc on va trouver quelqu'un qui va nous expliquer, puis ensemble, on va essayer de comprendre, et puis là, après, on saura le faire, et surtout, on aura atteint notre objectif. Donc voilà, le mot riche, nécessaire, puis plaisir. Eh bien, merci beaucoup Anouk pour tout ce travail. De rien.